Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 8 juin, que se passe-t-il à Saint-Martin-le-Beau? Après l'incendie de l'église du village il y a 2 mois, cette nuit, une vingtaine de véhicules ont été la cible d'actes de vandalisme, de l'acharnement pour Angélique Delahaye, maire de la commune, que nous entendrons dans quelques secondes. Ils s'appellent Jacques Iblot et François Chiden, 2 vignerons qui se voient refuser aujourd'hui l'appellation Vouvray. Ils crient au scandale et dénoncent une sanction disproportionnée. Nous avons rencontré François Chiden, témoignage dans votre journal. Également dans cette édition, la reine des airs, la patrouille de France était là pour marquer l'événement. Plus de 50 000 visiteurs ont fêté hier en grande pompe les 100 ans de la base aérienne 705. Nous y étions et c'est à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Le mystère s'épaissit à Saint-Martin-le-Beau. Décidément, que se passe-t-il dans cette petite commune de 3000 habitants située à 20 km à l'est de Tours, entre le Cher et la forêt d'Amboise? Cette nuit, une vingtaine de véhicules ont été la cible d'actes de vandalisme, de l'acharnement et de la provocation pour Angélique Delahaye, maire de la commune. Souvenez-vous, en avril dernier, l'église de Saint-Martin-le-Beau était en partie détruite par les flammes. Audrey Champigny. Vous voyez, il y a toute la lignée là, on l'a stocké là. Elles sont toutes là, toutes avec leurs 4 pneus crevés. Voilà, les 4 roues. Voilà le fourgon, pareil. Il aura fallu toute une journée et 3 camions à Bernard Guénan et son fils pour évacuer les 18 voitures vandalisées et les rapatrier dans son garage. Beaucoup de travail reste à faire et en peu de temps. Maintenant, en 24 heures, on a les pneus, donc dans la journée, on pense que demain, les 3 quarts partiront. Il était aux environs de 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Martin-le-Beau, quand les services de gendarmerie ont été alertés. Tous les pneus de 18 voitures, garées tout autour de l'église ou de la mairie, avaient été crevés par une lame ou un couteau. Nouvel affront, nouveaux incidents après ceux du 16 avril dernier qui avaient vu l'église du village partir en fumée. À la colère et l'indignation se mêle la révolte pour la députée maire. La révolte parce que je me mets à la place de mes administrés qui, pour certains, pour la seconde fois, ont vu leur voiture vandalisée. Bien évidemment, la commune est à leur disposition pour les soutenir, les accompagner financièrement si besoin est, parce que on imagine que tout ça n'est pas sans conséquences financières, mais ça ne règle pas le problème de fond qui est ces actes répétés qui ont, à mon sens, mais ça n'est qu'une analyse personnelle, vocation à terroriser la population, à donner un climat d'insécurité dans la commune. 2 fois en 2 mois. C'est le cas justement de cet habitant de la commune, Paolo, pour qui la note commence effectivement à être sérieusement salée. Quand on est attaqué au portefeuille, forcément ça crée, c'est toujours compliqué. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est c'est un véhicule ancien qui n'est pas forcément bien assuré et que à l'arrivée, ça fait deux fois des frais de 4 pneus neufs sur une voiture, plus les frais de dépanneuse, etc. Oui, en colère, fataliste dans un certain sens parce qu'on est un peu impuissant. On a beau habiter à côté, mais à chaque fois on se fait avoir parce que personne n'a rien vu. Il y a un moment donné où je pense qu'il se passera quelque chose quand même. Ils peuvent pas faire ça tout le temps en toute impunité, quoi. Des relevés d'empreintes sur toutes les carrosseries autour des pneus crevés ont été effectués à la recherche d'indices. Des plaintes ont été déposées et une enquête a été ouverte. Reste à savoir s'il y a bien un lien entre les 2 affaires. Un blessé grave brûlé, sa compagne intoxiquée par les flammes. À Cheillé, près d'Azel-Rideau, en Indre-et-Loire ce matin, l'incendie d'une moto a fait d'importants dégâts. Le feu s'est en effet propagé à l'ensemble du sous-sol du pavillon. Les 2 victimes ont été prises en charge en urgence. Autre accident aujourd'hui à Château-Renaud, au nord-est de l'Indre-et-Loire. Une collision s'est produite cet après-midi sur la départementale 910 en direction de Vendôme. 2 voitures sont entrées en collision frontale. Les 2 blessés sont âgés respectivement de 71 et 81 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital de Château-Renaud ainsi qu'à l'hôpital Trousseau à Tours.
Politique à présent, les meetings se multiplient, les conférences de presse aussi. Les candidats échauffent leur voix et se lancent dans la campagne des régionales des 6 et 13 décembre prochains. Ce soir, le socialiste François Bonneau sera à La Riche pour présenter sa liste en Indre-et-Loire. Le président de la région Centre-Val de Loire lancera les ateliers du projet. En fait, le candidat appelle les citoyens à travailler en collaboration pour réaliser au final le projet des socialistes. Et puis à droite, vendredi soir, c'était Guillaume Pelletier qui tenait son meeting. Après plusieurs années, le fervent défenseur de Nicolas Sarkozy est revenu sur les terres qui l'ont jadis chassé. Effacer les querelles d'antan, aujourd'hui, Guillaume Pelletier peut compter sur les Républicains d'Indre-et-Loire pour mener la liste de l'union de la droite et du centre, une union difficile à réaliser. Il fait son entrée sous les applaudissements à l'hôtel de ville. Une image qu'il y a encore quelques années était impossible à imaginer. Mais la politique n'a pas de mémoire quand on met tout en œuvre pour asseoir son pouvoir. D'un sourire timide, Hervé Novelli, son ancien concurrent, salue celui qui a été choisi par l'appareil pour mener les Républicains à la victoire. Même Thibault Coulon, conseiller régional, semble avoir enterré la hache de guerre. Oubliez les haines d'hier. L'objectif aujourd'hui, faire tomber les socialistes. On va progressivement atteindre le milliard d'euros de dette sous la présidence de François Bonneau. C'est la même chose sur la question de la fiscalité. 28% de hausse sur la question des cartes grises. C'est la même chose sur la question du chômage. 75% pour les Républicains, 25% pour les partenaires centristes. Voilà ce que demandent les soldats de Nicolas Sarkozy. Mais cela est loin d'être gagné. Les négociations sont tendues. Et s'il y a quelques mois, le député UDI Philippe Vigier devait mener l'union de la droite et du centre à la victoire, avec Guillaume Pelletier en premier vice-président. Aujourd'hui, les Républicains ne l'entendent plus de cette oreille. Et leur jeune poulain pourrait bien lui-même mener cette liste. Ah bah je suis prêt et je peux vous dire que non seulement les instances nationales, pour une grande part, mais aussi, vous l'avez vu tout au long de cette soirée, et c'est le cas dans les 5 autres départements, le demandent avec force. Il y a unanimité des Républicains pour me demander d'être le leader. Ambition fondée et sincère ou simple stratégie pour déstabiliser l'adversaire, faire plier les centristes. À ce stade, difficile de lever le voile, car les joueurs n'ont pas encore abattu toutes leurs cartes. Une chose est sûre, président ou premier vice-président, Guillaume le Conquérant est en route pour assiéger la citadelle du Centre-Val de Loire. Ils s'appellent Jacques Iblot et François Chidenne, tous deux vignerons qui appartenaient à l'appellation Vouvray. Ils se sont vus retirer cette appellation. Motif, ils ne vinifient plus sur le territoire, une sanction disproportionnée. Ils ont ainsi engagé un véritable bras de fer avec le syndicat de l'appellation. Rencontre avec François Chidenne, Anaïs Michaud. François Chidenne est vigneron. Il fait à la fois du Mont-Louis et du Vouvray. En 2013, il regroupe ses activités de vinification sur un seul site à Mont-Louis. Mais en janvier 2015, il reçoit un contrôle de l'Institut national des appellations d'origine qui décide de déclasser ses 2 dernières récoltes. Aujourd'hui, le viticulteur est amer. Pourtant, le cahier des charges de l'appellation Vouvray est très clair. Il faut absolument vinifier sur le territoire de l'AOC pour pouvoir en bénéficier. Le Boucher 2014, qui est une parcelle de l'appellation Vouvray, aujourd'hui il est en vente-table, il n'est plus en AOC Vouvray, malgré tout le travail qu'on a pu faire dans la vigne. Et moi je ne peux pas accepter cette sanction qui est disproportionnée. Une sanction jugée d'autant plus injuste par le vigneron que de nombreuses appellations en France autorisent la vinification en dehors du territoire de l'AOC. François Chidenne travaille en biodynamie, il réalise les vendanges à la main et revendique un véritable respect du terroir. Pour lui, il s'agit donc plutôt de jalousie. Il ne fait pas plus du vrai Vouvray que les vignerons de Vouvray. Voilà. À un moment, il faut avoir un peu d'humilité et pas se sentir au-dessus de la loi surtout. On peut toujours considérer que la loi est mal faite, ça aussi je peux l'entendre. Il y a peut-être des choses à faire évoluer, à modifier, mais ce qui est important c'est de les faire en amont. Mais François Chidenne ne compte pas en rester là, puisqu'il sait que cette situation ne sera pas tenable économiquement. Impossible en effet de vendre à 20 € des bouteilles étiquetées vin de table. Nos clients joueront le jeu sur le millésime 2014-2015, mais une visibilité à long terme, c'est pas possible. Mon souhait profond, c'est de pas en arriver là, mais s'il faut, on ira en justice, oui.
Il s'est déjà rapproché d'une avocate bordelaise spécialisée dans ce type de dossier. Sur la question, il semble y avoir jurisprudence. Il a donc bon espoir de pouvoir continuer à vinifier son Vouvray à Montlouis. La Gay Pride a 10 ans cette année. Samedi, la marche des fiertés a rassemblé 2000 personnes qui ont défilé dans les rues de Tours. Une marche orchestrée par l'association LGBT Touraine. Le message, c'est celui de l'accueil de toutes les différences. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, l'homophobie existe, la transphobie existe, la lesbophobie existe, et toutes les phobies, les racismes existent. Et ça, c'est un combat qui n'est pas fini du tout et sur lequel il faut toujours continuer. Le mondial du fromage remporté par un Français, Fabien de Goulet. Il vit au Japon depuis 7 ans. Le mondial du fromage qui se tient en ce moment au Vinci à Tours rassemble 141 exposants et 20 nationalités différentes. Un salon qui s'agrandit et pour sa 2e édition. La France est le 3e producteur de fromage au monde et les Français consomment en moyenne chaque année 25 kilos. Un salon qui permet notamment d'échanger et de valoriser ses produits. On écoute un fromager de Sainte-Maure-de-Touraine au micro de Sébastien Guerche. J'ai eu l'occasion de goûter des fromages qui venaient de loin, des fromages japonais, etc. Donc c'était assez intéressant de voir que la culture fromagère se diffuse dans le monde, même si ça reste très français au départ. On voit que d'autres cultures accèdent à ces produits-là. Et ça nous donne des idées pour développer des nouveaux produits, pour les adapter à à des consommateurs qui n'ont pas l'habitude du fromage. En sport, demain, c'est l'ouverture du marché des transferts. Andy Delors pourrait revenir en France en Ligue 1 à Montpellier. Andy Delors qui a été, je vous le rappelle, prêté au mercato d'hiver au Tour FC alors qu'il évoluait à Wigan en 2e division en Angleterre. Autre joueur tourangeau pressenti pour Montpellier également, Baptiste Santamaria, international espoir qui vient de remporter le tournoi de Toulon avec l'équipe de France, courtisé également par l'Olympique de Marseille. Une information de nos confrères du quotidien sportif L'Équipe. On en saura plus dans quelques semaines. 40 000 spectateurs, 40 compagnies venues de toute la France et près de 70 spectacles. Les années jouées ont encore rencontré un très beau succès cette année à jouer les tours, évidemment. Aurélie Renaud. Le périple commence lorsqu'on croise sur notre route un drôle de triporteur. À son volant, un as du diabolo. À peine le temps d'applaudir ses exploits que déjà, les yeux des spectateurs sont rivés sur de drôles d'automates. Comment je peux ne pas être réjoui devant ce public qui donne tellement, du coup, super porté tout le temps. C'est excellent. Les années jouées disposent de tous les ingrédients d'un bon festival. Une programmation ultra éclectique, passant d'acrobates urbains à une batucada qui déambule près des terrasses. Ajoutez à cela quelques improvisations et un public venu en masse. Durant 3 jours, jouer les tours devient un spectacle à ciel ouvert, avec des dizaines de compagnies venues de la France entière qui créent la surprise à chaque coin de rue. Il y a de tous les genres, il y a de tous les goûts, donc oui, c'est surtout familial, oui. De la poésie, du spectacle, de l'extraordinaire. L'idée de déambuler dans les rues et de choisir d'aller à la rencontre des spectacles, on avait passé une très bonne soirée. Donc là, on est arrivé il n'y a pas très longtemps et puis on prend ce qu'on trouve sur notre chemin en fait. À la tombée de la nuit, on rend hommage au polar hollywoodien. 21 comédiens, des changements de décor en direct et le public invité à jouer dans ce vrai faux tournage de film. Un peu plus loin, l'ambiance est plus calme, avec cet oiseau d'envergure qui se faufile dans les allées du festival. Dans les poussettes, les plus petits se sont endormis. Ils feront peut-être un drôle de rêve, celui dans lequel de grands chevaux blancs arpentent les rues de la ville. Plus de 50 000 visiteurs selon la base aérienne 705 qui fêtait hier en grande pompe ses 100 ans. La reine des airs, la patrouille de France, était là pour marquer l'événement et sa petite sœur, les petites cartouches dorées ou encore les rafales, des démonstrations de voltige qui en ont épaté plus d'un. Le reportage est signé Aurélie Renaud.
Dans le ciel tourangeau s'élancent les Red Arrows, les flèches rouges de la patrouille acrobatique de la Royal Air Force. Des Anglais qui livrent un spectacle de haute voltige devant les milliers de spectateurs venus fêter les 100 ans de la base 705. La maîtrise de tous ces pilotes qui viennent de l'étranger, qui viennent voir notre belle France. Bien évidemment, j'ai resté pour le clou de la journée, c'est-à-dire la patrouille de France. On prévoit un casquette, lunettes de soleil et on peut passer la journée. Que ma mère et mon grand-père travaillent ici, oui, je connaissais déjà la base, mais c'est la première fois que je viens ici. Cet anniversaire se fête dans les airs, bien sûr, mais également sur le tarmac, avec la possibilité d'approcher de très près les petits voltigeurs et les avions de chasse de l'armée de l'air. Un rêve pour Maxence, 9 ans, qui ne s'est pas fait prier pour monter jusqu'au cockpit de ce Mirage 2000. Si l'avion de ligne il va trop vite, c'est celui-là qui va aller lui dire il atterrit directement là où il peut. Ça donne envie d'y être dans l'avion pour faire comme eux. Et c'est sympa, on se remémore. Moi je me vois en lui, parce qu'il y a quelques années j'ai fait des meetings et également j'étais gosse. Et ça fait plaisir et on essaye de, entre guillemets, de leur vendre du rêve, quoi, tout simplement. Le show le plus attendu était sans doute celui des 8 Alpha Jets de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, celui de la Patrouille de France. Créée en 1953, elle reste l'ambassadrice de l'aéronautique française à l'étranger. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, nous parlerons des salariés du CEA de Mons qui maintiennent la pression. Ils sont attendus demain à Paris où ils rencontreront le ministre de la Défense. À tout de suite.